certain nombre de questions. Donc c'est pour ça que vous avez structuré ce guide que nous allons vous présenter ce soir, hein. Donc je les remercie parce que c'est un gros boulot qu'ils ont fait pour vous. C'est la commission juridique de votre CRCC avec, dans l'ordre d'apparence, Pauline, Christophe et Marine, que je remercie pour la présentation qu'ils vont vous faire ce soir. Avant de débuter cette présentation, je vous propose alors de vous annoncer d'ores et déjà, hein, quelques dates à venir, parce que vous savez qu'à la CRCC de Paris, maintenant depuis un peu plus d'un an, on vous propose ce nouveau format de focus. Donc vous avez pu voir peut-être dans ces derniers mois des focus sur le sujet de la prévention des difficultés des entreprises. Ensuite sur Omnibus, hein, avec les conséquences en matière de CSRD. Également sur l'informatique au service de l'audit, avec 4 dates qui étaient avant l'été dernier. Et puis donc ce focus sur les valeurs mobilières, 3e épisode ce soir et avant-dernier. Donc un focus qui se terminera lors d'une prochaine date, la semaine prochaine, sur les valeurs mobilières complexes. Alors... donc, ce que je voulais vous dire, c'est vous annoncer le prochain focus qui portera sur les associations, celui-ci. Donc, on commencera par une grande date, hein, c'est un petit peu une institution à la CRCC de Paris. Chaque année, on fait cette intervention au tribunal de commerce, donc désormais le tribunal des activités économiques de Paris. Donc, vous êtes bien entendu tous invités pour cette formation qui s'annonce d'ores et déjà fort sympathique, avec une intervention de Philippe de Sertine que vous connaissez peut-être, mais si vous ne le connaissez pas encore, il vaut le coup d'être écouté. Et puis, une table ronde sur les enjeux du secteur associatif, et tout cela se terminera autour d'un cocktail fort sympathique dans la salle du Pas Perdu du TAE le 11 décembre prochain. Donc encore une fois, notez bien cette date et n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de la CRCC de Paris. Ensuite, on déroulera un certain nombre de webinaires au mois de janvier, donc 3 dates, hein, c'est un peu le format désormais de nos focus sur différents sujets. Je ne vous les détaille pas tous là, mais vous avez le détail à l'écran. Vous avez reçu dans la dernière newsletter de la CRCC de Paris, c'était le 30 octobre dernier, un lien pour vous inscrire en ligne si vous souhaitez participer à tout ou partie de ces webinaires à venir. Et puis bien sûr, vous retrouvez le lien d'inscription sur le site de votre compagnie. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. À chaque fois, ce sont des formations CAC 120, hein, comme vous savez. Donc à l'issue de ces différents webinaires, vous avez un questionnaire qu'il faudra compléter de manière à avoir votre attestation de formation. Évidemment, formation totalement éligible à ce critère de commissaire aux comptes, enfin de CAC 120 comme vous en avez l'habitude désormais. Et puis un petit save the date pour, là encore, un événement un petit peu institutionnel chez nous. C'est le fameux focus sur l'actualité qui sera à l'occasion de vous présenter évidemment les nouveautés d'ordre technique, hein, que ce soit juridique, comptable ou normative. Typiquement, vous suivez peut-être notre actualité juridique, hein, du mardi matin. On vous parlera, comme le sujet qui a été présenté ce mardi, sur, par exemple, quelle incidence sur la rédaction de nos rapports du nouveau plan comptable qui s'applique pour les exercices ouverts au 1er janvier de cette année. Donc voilà, sujet parmi d'autres, mais ils ne manqueront pas. Donc notez ce créneau dans vos agendas. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes sur notre site, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, la date est bel et bien figée. Rendez-vous le 19 février prochain à 17h pour cette visio. Sans plus attendre, Marine, je vais te donner la parole pour introduire ce webinaire. Bonne formation à tous et à très bientôt. Donc, bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver avec Pauline et Christophe pour co-animer ce webinaire. Effectivement, comme l'a dit Camille, ça a été un travail de longue haleine, parce que ça nous a occupé quelques semaines, quelques bonnes semaines. Mais on est ravis de vous présenter le fruit de notre travail à tous. Donc voilà, c'est parti pour la présentation du kit. Donc c'est un webinaire qui va se décliner en 4 temps. D'abord, vous verrez, on va faire un rappel du contexte légal et réglementaire de la mission. Ensuite, on va s'intéresser aux diligences à mener par le commissaire aux comptes ad hoc. On fera une 3e partie sur les points de vigilance spécifiques pour le CAC ad hoc. Et enfin, on finira sur la présentation du kit. Donc, sans plus attendre, on fait un rappel du contexte légal et réglementaire de la mission. Vous verrez, donc si vous avez suivi les 2 premiers webinaires que nous avions animés, on retrouve donc le périmètre du CAC ad hoc avec les 5 missions qui sont prévues dans l'avis technique d'octobre 2019. Là-dessus, on vous a rappelé quels étaient les objectifs de la mission du commissaire aux comptes ad hoc,
Donc, il est là pour répondre à des obligations légales et apporter aux différents investisseurs et aux associés un éclairage sur ce type d'opérations qui sont des opérations sur le capital et qu'on ne rencontre pas tous les jours. Donc là-dessus, le commissaire aux comptes doit bien matérialiser ses travaux et c'est pour ça qu'on vous a proposé le projet de kit. Si on passe au slide suivant, on retrouve la synthèse des missions qui sont confiées au commissaire aux comptes ad hoc. Donc là, pareil, vous verrez, c'est des slides qui avaient déjà été projetés lors des 2 premiers webinaires. Donc avec le type d'opération, s'il y a besoin, enfin le rapport du commissaire aux comptes ad hoc. On vous rappelle que quand il y a une délégation, il n'y a pas de rapport complémentaire à émettre. On vous indiquait quelles étaient les entités visées et la documentation technique à laquelle il convenait de se rapporter. Donc là, pareil, au niveau de la synthèse des missions confiées. Et une fois qu'on a fait ce rappel, on va tout de suite passer à la partie sur les diligences à mener par le commissaire aux comptes ad hoc. Donc là-dessus, ce qu'on a fait, c'est que, et on va redescendre plus en détail tout à l'heure dans la présentation du kit qu'on a construit, les informations essentielles que le commissaire aux comptes ad hoc doit avoir en tête, c'est déjà qu'il y a un document de travail à faire, comme dans toutes les missions. Et un des documents vraiment qu'il est impératif d'avoir, c'est le rapport de l'organe de direction, parce que nos diligences sont tournées autour de ce document. Là-dessus, comme on l'a dit tout à l'heure, on vous renvoie à l'avis technique d'octobre 2019 et cet avis, qui est plutôt général sur la mission du commissaire aux comptes ad hoc, incite et implique d'aller ensuite au niveau des notes d'information numéro 5 qui sont déclinées des tomes 1 à 6. Et dans ces notes d'information numéro 1, enfin ces notes d'information 5, les tomes 1 à 6, vous retrouvez des exemples de rapports qui peuvent nous aider quand il y a des observations à formuler. Donc vraiment, c'est un outil précieux, il ne faut pas hésiter à le consulter. Donc ça, c'est disponible sur Sidonie, sur le site de la CNCC. Ensuite, si on passe au slide suivant, on voit que donc on a traité des différents sujets. Là, si on se concentre sur l'émission d'action ordinaire avec suppression du DPS, on s'est d'abord dit pourquoi est-ce que le commissaire aux comptes ad hoc intervient. Donc il intervient, pourquoi? Parce que sur ce type d'opération, il y a un risque de rupture de l'égalité des actionnaires. Le commissaire aux comptes ad hoc, là, a vocation à un rôle qui consiste en 2 points et à répondre à 2 questions. D'abord, pourquoi? Donc ça implique de vérifier pourquoi est-ce qu'on propose de supprimer le droit préférentiel de souscription, et le comment, c'est d'appréhender le prix qui a été déterminé. Ça implique de vérifier pour le CAC ad hoc que les associés ont l'information nécessaire et suffisante pour prendre leurs décisions en connaissance de cause. Donc là, c'est important de veiller à ce que les nouveaux associés ne souscrivent pas à des conditions qui sont anormalement avantageuses du fait de la suppression du droit préférentiel de souscription. Ensuite, au niveau du slide suivant, ce qu'on vous a mis en évidence, c'est quand on a un rapport à émettre, il faut distinguer s'il y a ou pas délégation. Quand il n'y a pas de délégation, on vous a fait une checklist qui sont détaillées dans l'ANI et puis aussi un peu dans l'avis technique, des diligences qu'il appartient au commissaire aux comptes ad hoc de faire. Donc ça, on a toutes les diligences à faire quand on est sur une suppression, sur une augmentation de capital avec suppression du DPS sans délégation de pouvoir ou de compétences. Quand il y a une délégation, là, on attire votre attention sur le fait qu'il y a certains contrôles qu'on n'a pas à faire. C'est le dernier, c'est l'incidence sur la situation des titulaires des titres de capital. Et il y a des diligences un peu différentes dans le sens où quand on est sur tout ce qui est lié au motif et au montant de l'augmentation de capital, on est sur le montant maximum en cas de délégation. Et pareil, on est sur les modalités de détermination du prix et pas sur le prix en lui-même, ce qui s'explique par le fait que c'est une délégation, donc le prix a vocation à évoluer. Là-dessus, on vous rappelle qu'il n'y a pas de rapport sur l'utilisation de la délégation à émettre pour le CAC ad hoc. Petit focus, petite parenthèse sur les délégations. Il existe 2 types de délégations. Une délégation de pouvoir qui est prévue par le Code de commerce. Donc là, c'est l'obligation pour l'organe compétent de procéder à l'augmentation de capital qui est décidée par l'AG. Et la délégation de compétence, également prévue par le Code de commerce, qui là consiste à dire que c'est l'organe compétent qui décide de procéder ou pas à l'opération sur le capital. Ce qu'on voit dans le premier cas, c'est qu'on y est contraint. Dans le deuxième cas, le président a la possibilité de le faire ou pas.
On attire votre attention sur le fait que la délégation est d'une durée maximum de 18 mois si la suppression du DPS est au profit de plusieurs personnes ou de catégories de personnes. Et on attire votre attention sur le fait aussi que ces délégations de pouvoir et de compétences ne sont pas à confondre avec une délégation d'exécution classique qui relève de la compétence du président. Enfin, dernier slide sur ce sujet des augmentations de capital avec les actions ordinaires, avec suppression du DPS. On a souvent la question, notamment par les avocats, savoir s'il y a une situation intermédiaire à établir et quand est-ce qu'elle est requise. Donc là, pour les émissions sans délégation, elle est établie sous la responsabilité de l'organe compétent. On vous rappelle que quand il y a délégation, il n'y a pas de situation à regarder. Au niveau de l'article R225-115 du Code de commerce, il est prévu que si la clôture a plus de 6 mois, dans ces cas-là, il faut établir une situation dans les mêmes conditions, donc même présentation que le dernier bilan qui a été établi. Et en quoi elle consiste? C'est une situation intermédiaire qui concerne les comptes sociaux. La direction peut demander à ce qu'il y ait une vision consolidée qui soit faite. Donc ça, dans ces cas-là, il faut la regarder aussi. Et il n'y a pas de délai entre la date de la situation et la date de l'opération. Si on s'intéresse aux émissions d'actions de préférence avec suppression du DPS, là, ce sur quoi on a voulu se concentrer, c'est donc, vous voyez, c'est ce tableau de synthèse avec les diligences qu'on a à faire au regard de les vérifications à mener sur le rapport de la direction. Donc, c'est les mêmes que sur l'augmentation de capital classique d'actions ordinaires avec suppression du DPS. On vous a juste mis en avant le fait qu'il y a une diligence complémentaire qui consiste à appréhender la justification du choix des éléments de calcul retenus pour la fixation du prix d'émission. Et là, pareil, il y a la petite subtilité entre un prix ferme sans délégation et sur les modalités de détermination du prix au niveau de la délégation. Et là, pareil, pas de rapport complémentaire en cas d'utilisation de la délégation quand on est CACADOC. Ensuite, on vous a fait un zoom sur le régime d'accès au capital en faveur des salariés. Souvent, il y a des résolutions d'épargne salariale qui peuvent être décidées quand les sociétés ont des salariés. Donc, c'est une obligation qui est permanente quand la société a des salariés. Donc, ça implique que lors de tout AG qui propose une émission d'actions ordinaires, d'actions de préférence ou de valeurs mobilières avec un effet dilutif, par rapport en numéraire ou en cas d'autorisation d'attribution d'options de souscription, on a l'obligation d'avoir une résolution concernant l'augmentation de capital réservée aux salariés. Là-dessus, on nuance un peu, ce n'est pas applicable quand on est au niveau de société contrôlée au sens de l'article L233-16, donc là ça rejoint la notion de contrôle qu'on retrouve en conso, quand l'AG dont la contrôlante a décidé ou a autorisé par délégation une augmentation de capital dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L3344-1 du Code du travail, et donc elles peuvent bénéficier aux salariés des sociétés contrôlées. On attire votre attention sur le fait que quand on omet cette obligation, il y a une sanction qui est la nullité de l'Assemblée générale extraordinaire, donc c'est ballot. On fait là un zoom sur les BSPCE ou les BCE. Donc, ce sont des valeurs mobilières qui sont régies par l'article 163 bis G du Code général des impôts. Et donc, ces valeurs mobilières sont réservées à des bénéficiaires qui sont définis. Donc là, on vous invite à reprendre le webinaire 2 là-dessus. Donc, on vous a mis la liste limitative des sociétés qui peuvent émettre et on vous rappelle qu'il y a un rapport spécifique là-dessus et on vous renvoie au tome 4 de l'ANI 5 sur ce sujet. Si on passe au slide suivant, sur les attributions gratuites d'actions, le rôle du commissaire aux comptes, dans ce cas-là, consiste à vérifier que la demande d'autorisation d'attribution d'actions gratuites faite à l'organe délibérant par l'organe compétent, donc en gros en français à l'AG par le président en général, est conforme aux articles qui sont prévus par le Code de commerce et notamment le L225-197-1 et suivant. Il y a des cas particuliers sur les actions gratuites qu'il faut vraiment avoir en tête. Quand on est sur des actions de préférence, il y a un rapport spécifique, donc on vous a mis la référence du paragraphe, donc c'est la NI 5, tome 5, paragraphe 8.3. Et quand on est sur des valeurs mobilières, c'est la NI 5, tome 6, paragraphe 4.10. Et on vous rappelle que dans ce contexte, on ne peut pas émettre d'attribution d'actions gratuites avec des valeurs mobilières, enfin en lien avec des valeurs mobilières. Quand on passe maintenant à l'émission des valeurs mobilières complexes, on s'interroge toujours savoir si elles ont ou non un effet dilutif. Là-dessus, il nous est apparu important de vous faire un tableau de synthèse avec
quand elles ont un effet dilutif ou qu'elles n'ont pas d'effet dilutif. La définition, c'est que avec un effet dilutif, elles sont composées de titres de capital à émettre ou qui donnent accès à des titres de capital à émettre. Les différentes catégories de ces titres sont les actions de préférence à bon de souscription d'actions, les obligations à bon de souscription d'actions, les obligations remboursables en actions, les obligations convertibles en actions, etc. C'est tout. Et le A correspond à des actions à émettre. Donc là, l'intervention du CACADOC est obligatoire. Dans le cas où on est sur des valeurs mobilières où il n'y a pas d'effet dilutif, donc elles sont uniquement composées de titres de créances ou alors elles ne donnent pas accès à des titres de capital, donc c'est typiquement des obligations à bon de souscription d'obligations, des obligations remboursables en obligations ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions existantes. Dans ces cas-là, l'intervention du CACADOC n'est pas prévue. Là-dessus, on vous incite et on vous encourage à reprendre la doctrine et il y a des exemples de rapports dans la NIC 5, tome 6 sur ce sujet. Pareil, quand on est sur ce type de schéma au niveau du CACADOC, c'est les mêmes diligences que ce qu'on a vu plus haut sur les actions ordinaires et les actions de préférence, donc à distinguer si on a une délégation ou pas. Et là, la petite subtilité, comme pour les actions de préférence, il va falloir qu'on appréhende les caractéristiques intrinsèques aux valeurs mobilières. Donc là, ça sera important de bien les redescendre. Et une fois encore, on vous le répète, il n'y a pas de rapport complémentaire quand on utilise la délégation. Donc en tant que CACADOC, on n'a pas à être remandaté là-dessus. Au niveau des augmentations de capital par compensation de créances, alors souvent ce qu'on voit, la NI prévoit que l'avis technique prévoit qu'on peut être nommé uniquement sur le certificat du dépositaire. Là-dessus, vous avez la NI 5, tome 2, qui traite du sujet. On vous a recensé les diligences et tout à l'heure, Pauline nous présentera justement dans le kit mission les différents sujets qu'on va balayer. Donc, il y a notamment le caractère liquide et exigible des créances jusqu'à la date de réalisation de l'augmentation de capital. Donc, attention, quand il y a des créances en devise, c'est vraiment le taux du jour de l'arrêté de créance. Il y a l'existence du bulletin de souscription. Il faut vraiment obtenir le bulletin de souscription signé. Ensuite, il faut qu'on s'assure de l'écriture comptable, donc la traduction comptable de l'opération. Et enfin, on attire votre attention sur le fait que quand vous avez plusieurs créances, on intervient sur l'exhaustivité des créances. On ne fait pas de sondage ou d'échantillonnage. C'est vraiment toutes les créances qui doivent être analysées. Le principal risque sur les augmentations par compensation de créances, c'est un risque de capital fictif, d'où notre intervention. Et on attire votre attention sur le fait que on n'intervient pas sur les libérations d'autres valeurs mobilières par compensation de créances. Maintenant, on va passer au point de vigilance spécifique pour le CACADOC. Donc, c'est la troisième partie. Là-dessus, les points d'attention qu'il faut avoir en tête, c'est ce dont on avait parlé lors des webinaires 2 et 3. Donc, c'est vraiment de la reprise d'informations ici. Donc, comme pour toutes les missions sur lesquelles on intervient en qualité de CAC, il y a la notion d'indépendance et de conflit d'intérêts qu'il faut vraiment garder en tête, d'où l'importance de bien documenter son dossier de travail. Vous verrez dans le kit qu'on va vous présenter, on vous propose un questionnaire d'acceptation avec une approche risque-sauvegarde. Ensuite, il y a la nécessité forcément d'évaluer tout risque de conflit d'intérêts avant d'accepter la mission. Il y a aussi une notion de compétence qui est important d'avoir en tête parce que mine de rien, on est sur des missions qui sont particulières, c'est des types d'opérations qu'on ne compte pas forcément nécessairement, surtout vu la taille des sociétés sur lesquelles on intervient parce qu'elles n'ont pas de CAC, c'est pour ça qu'on est CACADOC. Donc souvent il peut y avoir une méconnaissance de cette opération, parfois par le dirigeant, donc c'est important de bien lui expliquer, d'avoir un côté pédagogue là-dessus sur notre intervention. Attention toujours au secret professionnel parce qu'on va être détenteur d'informations, donc il faut vraiment qu'on y soit vigilant. Et puis, il y a une obligation d'information, donc on doit vérifier que les informations qui sont fournies ne sont pas insuffisantes, inexactes ou incorrectes. Donc vraiment, c'est des points qu'il faut avoir en tête. Au niveau des risques spécifiques à ces missions, donc là encore, on les avait évoqués. Forcément, vu que c'est des opérations qui sont complexes et qui sont parfois mal définis, il y a des risques tout au long de la mission qu'il faut avoir en tête. Il y a d'abord les risques liés à la compétence technique, on en a parlé au slide d'avant, donc c'est vraiment savoir si on a les épaules pour se lancer sur ce type de mission, savoir si on se sent suffisamment à l'aise, si on a suivi les formations qui vont bien, etc. Ensuite, il y a un risque d'insuffisance d'informations et de documentation, donc là c'est l'importance de bien documenter son dossier de travail, parce que là on intervient ponctuellement, on a
la durée de notre intervention est très courte, ça nécessite aussi d'avoir une connaissance. Enfin, on n'a pas forcément les mêmes connaissances que quand on est le CAC de la société et que la société sur laquelle on est commissaire aux comptes fait ses diligences ou fait ses opérations plutôt. Donc il faut vraiment être très vigilant là-dessus. Il faut aussi respecter les diligences qu'on a à faire sur ces missions. Il y a aussi un risque de contestation par les tiers de la validité de l'opération et de l'insincérité de notre rapport. Donc là, il faut l'avoir en tête. Donc il faut bien vérifier le respect de l'égalité entre les associés. Et puis, il y a aussi un risque lié au délai, parce que souvent, c'est des missions où on intervient en bout de chaîne et on est pressurisé. Donc il faut savoir tenir la pression et puis pouvoir faire les diligences dans le temps qui nous est imparti et quand il y a besoin, mettre les limites ou les observations qui vont bien. Donc là-dessus, c'est la partie moins réjouissante en général, c'est les responsabilités qui nous incombent. Donc comme vous le savez, il y a les 3 responsabilités, civile, pénale et disciplinaire. Donc pareil, on en avait évoqué les sujets lors du webinaire 2. Civile, c'est le défaut ou l'insuffisance d'information. Donc là, il faut vraiment bien documenter les dossiers. Le sujet, c'est que pour ceux qui cherchent à mettre en cause notre responsabilité, ils doivent démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la faute qui nous est reprochée et le dommage qu'ils considèrent subir. Ensuite, au niveau de la responsabilité pénale, c'est le risque d'avoir communiqué des informations inexactes ou de ne pas avoir respecté les règles qui sont liées à la libération des actions en numéraire ou à la libération intégrale du capital antérieurement souscrit. Après, il y a d'autres infractions pénales aussi qu'il faut qu'on ait en tête, donc ça, il ne faut pas les oublier. Et puis, il y a un risque disciplinaire derrière, avec les sanctions qu'on connaît classiques, l'avertissement, le blâme, les sanctions pécuniaires aussi. Donc vraiment faire attention parce que c'est pas parce que c'est des missions ponctuelles et qui ne rentrent pas dans le périmètre du contrôle de la H2A pour l'instant qu'on ne peut pas mettre en cause notre responsabilité. Pour finir sur une note quand même plus réjouissante sur cette partie, on vous invite à regarder le 18 novembre prochain le dernier webinaire de ce focus qui va concerner l'évaluation des valeurs mobilières complexes, parce que comme vous l'aurez compris, on a vraiment des diligences à faire, soit sur le prix, soit sur les modalités de détermination du prix. Et typiquement, quand on intervient sur des opérations où des valeurs mobilières sont impliquées, ce n'est pas des méthodes d'évaluation entre guillemets traditionnelles comme on a l'habitude de voir. Donc il faut vraiment s'intéresser à ces sujets et pas hésiter à s'adjoindre aux besoins d'un tiers compétent. Et maintenant, sur la partie qui nous intéresse le plus ce soir et sur laquelle on est ravis de vous retrouver avec Christophe et Pauline. Donc on va vous présenter le kit mission. Donc la logique du kit, c'est vraiment un outil qui a été conçu pour vous. Comme on intervient avec Christophe et Pauline régulièrement sur ce type d'opération, on a vraiment voulu développer un outil qui soit vraiment pratique et facilement utilisable au quotidien. Donc c'est un groupe de travail qui a été initié pour comprendre vraiment la mission. C'est une V1 qu'on vous propose, elle a vocation à évoluer en fonction des textes, bien sûr, et de la doctrine de la CNCC. Là-dessus, on vous invite vraiment à consulter les avis techniques d'octobre 2019 et les notes d'information, puis à vous documenter régulièrement sur ces sujets. Et on a créé une page spécifique pour ce focus au niveau de la CRCC. Donc tous les outils qu'on vous présente ce soir pourront être consultables et pourront être téléchargeables. Sur le slide suivant, vous verrez, on vous a mis un petit QR code. Donc vous aurez le support à la fin, ne vous en faites pas. Donc vous pourrez le récupérer si ça vous intéresse. Le kit sera disponible et tous les outils qu'on a déployés. Donc si on passe maintenant aux outils en lui-même. Donc là, on va ouvrir le kit. Hop. Donc voilà, maintenant je passe la parole à Pauline. Donc on vous a rappelé dans le kit, dans un premier onglet, la synthèse du cadre légal. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'on a mis les mêmes tableaux également dans les slides de présentation. Ensuite, on vous rappelle toute la documentation utile, donc comme l'a dit Marie, notamment les 2 avis techniques, celui d'octobre 2019 sur les valeurs mobilières confiées à un CAC et celui de décembre 2021 sur l'intervention du CAC lors de la réunion ordinaire de l'organe délibérant appelé à autoriser le rachat d'actions. Alors ça, c'est 2 documents qui sont clés, mais ils ne sont pas exhaustifs pour toute l'information dont vous avez besoin pour faire vos rapports en tant que CAC ad hoc. Il faut aussi jongler avec les notes d'information.
notamment le tome 2 sur la libération par compensation avec des créances, le tome 3 sur émission d'actions ordinaires, le tome 4 sur régime d'accès en faveur des salariés et tome 5 sur les ADP, tome 6 sur les valeurs mobilières complexes. On vous invite réellement à vous référer au NI, c'est une mine d'or, notamment le sommaire détaillé où vous avez beaucoup d'informations et de cas particuliers que vous pouvez rencontrer, notamment toutes les observations que vous pouvez émettre parfois sur le prix, ce qui est quand même les cas le plus courant qu'on rencontre, notamment quand c'est des prix qui sont fixés lors des opérations. Ensuite, alors ce qu'on vous a préparé. Je pense qu'il faut que tu fasses tout à l'heure. Attends, il est passant. Hop, parfait. Merci Christophe. Alors sur le questionnaire d'acceptation. Alors normalement, il n'y a rien de nouveau pour vous en tant que commissaire aux comptes. On vous rappelle tout ce qui est les questions à se poser avant d'accepter la mission et notamment pour respecter notre code de déontologie. Donc quand vous prenez connaissance de l'entité, vous pouvez renseigner en effet toutes les informations sur la société, sa forme sociale, la date de création, enfin toutes les informations que vous obtenez via les statuts et le CABIS. Ce qui est extrêmement important, c'est de comprendre le contexte de l'opération. Parfois, c'est des opérations qui ne sont pas évidentes, avec beaucoup de rapports à émettre. Ça, n'hésitez pas à obtenir des avocats ou des directions juridiques, tous documents qui peuvent vous aider, notamment les mémorandums de structure, et d'échanger, de poser toutes vos questions et de bien comprendre également les deadlines et le calendrier, parce que parfois, on intervient dans des délais très, très serrés et c'est important qu'on puisse nous laisser le temps de faire nos diligences proprement. Ensuite, obtenir l'information si un expert comptable, ça c'est aussi important, notamment quand on fait les travaux sur la situation intermédiaire ou les comptes. Également toutes les informations sur les conseils juridiques, d'autres experts qui pourraient intervenir, notamment s'il y a eu un rapport d'experts pour l'évaluation. Et alors ensuite, la partie 2, on vous rappelle toutes les règles de déontologie à respecter avant d'accepter une mission de CAC ad hoc qui sont les mêmes qu'une mission de mandat de commissaire aux comptes, donc notamment toutes les questions d'incompatibilité, est-ce qu'on s'est bien posé les questions d'absence de lien personnel, financier, que ce soit pour le signataire mais également tous les membres de l'équipe. Ensuite, les questions d'indépendance, est-ce que du coup je suis bien indépendant pour faire ma mission et que je vais pouvoir émettre ma conclusion en toute impartialité? Si jamais j'identifie des risques, est-ce qu'il existe des mesures de sauvegarde qui vont pouvoir être mises en œuvre de façon à pouvoir accepter la mission? Si ce n'est pas le cas, du coup, on ne pourra pas accepter la mission. Et ensuite, est-ce que j'ai un niveau d'honoraire en adéquation avec toutes les diligences que je vais devoir réaliser? Ensuite, il faut également se poser les questions, est-ce que j'ai bien la compétence et mes équipes ont-elles la compétence pour réaliser ce type de mission? Tu peux descendre, donc à la fois le commissaire aux comptes et les membres de l'équipe. Est-ce que donc on a bien les moyens humains? Est-ce que la mission, je peux la réaliser dans le temps imparti? Parce que si on sait que de toute façon on ne pourra pas tenir le timing, on ne pourra pas accepter la mission. Et ensuite, on formalise, est-ce que du coup on peut accepter la mission ou est-ce que je dois la refuser? Donc voilà, donc c'est une proposition de questionnaire d'acceptation qu'on vous propose. Après, libre à vous de l'adapter par rapport à vos procédures cabinet. Ensuite, on vous a préparé un deuxième document qui est du coup également dans le kit, qui est un format Word. C'est l'attestation d'impartialité et d'indépendance. Ce n'est pas un document qui est obligatoire, mais c'est un document qu'on vous conseille de faire. C'est des bonnes pratiques. Donc Christophe, si tu peux le montrer, il est en Word, tu peux le redescendre très rapidement. Voilà, parfait. Donc, il n'y a rien de très particulier. Si on certifie qu'on n'a aucun lien direct ou nature juridique ou autre avec les dirigeants d'entreprise et qu'on peut bien effectuer cette mission conformément à notre code de déontologie. Après, libre à vous d'adapter ce courrier et de vous l'approprier. Ensuite, donc, quand vous avez échangé avec votre client, avec la direction juridique, vous avez compris le contexte, il n'y a rien qui bloque votre acceptation, vous êtes indépendant, il n'y a pas de risque d'autorévision, vous rédigez votre lettre de mission. On vous a préparé un modèle. Pareil, c'est exactement comme les autres documents, il faudra vous les approprier. Je ne sais pas si on va redescendre, mais c'est vraiment toutes les parties classiques d'une lettre de mission. Ce qui est peut-être important, c'est qu'il faudra bien l'adapter. Et puis pour compléter ce que tu dis, vas-y, c'est que la lettre de mission est à émettre une fois qu'on est désigné par l'AG.
Oui. On ne les met pas avant, Exactement. parce qu'on fait référence à la date de À la date de l'AG. nomination, exactement. Il faudra bien rappeler en amont l'article du Code de commerce en lien avec la mission que vous allez effectuer, parce que ce n'est pas le même article selon si vous intervenez en tant que CAC ad hoc pour une compensation de créances, en tant que CAC ad hoc pour une émission d'AO. Donc ça, vraiment, il faut l'adapter. Donc rappelez le contexte de l'opération, la nature et les conditions de votre intervention avec les différents travaux que vous allez devoir réaliser. N'hésitez pas à bien détailler ce que vous allez faire. Aussi qu'on va obtenir une lettre d'affirmation. Ça, c'est très important, qui va vraiment reprendre tous les points clés, et notamment que vous avez obtenu tous les éléments pour faire votre diligence, qu'il n'y a pas d'événement qui viendrait remettre en cause vos conclusions d'ici la signature de votre rapport. Et ensuite, bien sûr, qu'on établit un rapport ou un certificat du dépositaire dans le cadre d'augmentation de capital par compensation de créances. Ensuite, on rappelle dans les limitations que la mission elle est ponctuelle et prend bien fin avec le dépôt de notre rapport. Et donc, il nous assure, on n'a pas à faire le lien entre la date de notre rapport et la date d'AG. Et après, c'est du classique sur l'organisation et les honoraires. Donc voilà, donc après aussi, libre à vous d'adapter ce template avec notamment les annexes. Pour compléter ce que dit Pauline, là, l'objectif, c'est un exemple de kit. Oui. Donc ça ne s'impose pas, hein. Chacun adapte comme il veut, mais l'idée, c'est de vous faciliter la vie quand vous acceptez ces missions. Exactement. Ensuite, également pour vous faire gagner du temps, on vous propose une liste de documents qui est aussi également à adapter selon la mission et selon les documents que vous avez besoin, selon les contextes. Alors, il y a des documents qui sont assez classiques, hein, qu'on retrouve dans toutes les opérations. C'est tous les documents juridiques type CABIS, statut, le registre des bénéficiaires effectifs avec la copie de la carte d'identité, les derniers PV d'Assemblée générale des 2 derniers exercices, le rapport de gestion des derniers exercices, est-ce qu'il y a des litiges passés ou en cours, le calendrier de l'opération, ça c'est très très important, comme je le disais précédemment, pour être sûr que vous avez bien le temps nécessaire pour réaliser la mission et émettre vos rapports. Notre PV de nomination, en effet, signé comme tu le rappelais, Marine, le projet de PV, le projet de rapport du président. Si jamais l'opération n'est pas déléguée, la table de capitalisation avec l'effet dilutif, y compris en prenant en compte les valeurs mobilières existantes, ça c'est important, il ne faut pas l'oublier dans le tableau de dilution. Le rapport de l'évaluateur, le cas échéant, si parfois il y a un évaluateur qui a été mandaté pour la mission, la liste des nantissements à privilèges, et après les documents comptables, notamment les derniers comptes annuels, dernière liste fiscale, la situation intermédiaire si c'est applicable, comme le rappelait Marine dans les slides, la date des derniers contrôles URSSAF fiscaux, parce que ça peut jouer également dans votre mission, pour tout ce qui est les sujets de valorisation, parce que parfois il y a un business plan à obtenir ou des prévisionnels d'activité. Et après, on vous rappelle, alors là, ça sera vraiment adapté la partie 3. Ça va dépendre bien sûr des comptes de l'entité concernée, mais c'est les documents classiques que vous pouvez être amené à demander lors de l'audit de compte, type balance générale, les balances AG, les balances auxiliaires sur les fournisseurs clients, le dossier de révision d'expert comptable s'il existe, ça vous fera gagner beaucoup de temps, les rapprochements classiques, type rapprochement chiffre d'affaires métier et chiffre d'affaires comptable, rapprochement de TVA, les rapprochements bancaires. Et après, on vous a mis dans une partie distincte dans la liste, c'est tout ce qui concerne les augmentations de capital par compensation de créances. Dans ces opérations-là, il y a des documents spécifiques à demander que vous n'avez pas demandé dans les autres missions de CAC ad hoc. C'est notamment l'arrêté de compte signé du président à une date le plus proche possible de la date d'AG, l'extrait de compte qui va justifier la créance à capitaliser, le justificatif lié à l'extrait de compte, si c'est une convention de compte courant. Je reviendrai un petit peu plus dans le détail tout à l'heure quand on va vous présenter la mission de compensation de créance. Un document et les 2 documents qui sont clés pour pouvoir signer votre certificat du dépositaire, c'est les bulletins de souscription signés et l'écriture comptable de compensation de créances. Donc voilà, donc comme tout à l'heure, c'est des propositions qui devront être bien sûr adaptées selon les documents que vous aurez besoin par rapport aux missions concernées. Ensuite, je vais vous présenter enfin une proposition de diligence à faire dans le cadre d'un rapport de certificat du dépositaire quand il y a une augmentation de capital par compensation de créances.
On a voulu également avec Marine et Christophe vous rappeler on va pour l'instant peut-être plus détailler compensation de créances et augmentation de capital, et après on ira un peu plus vite sur les autres missions qui sont peut-être moins récurrentes, mais ce qu'on rencontre plus souvent en tant que cas ad hoc, c'est quand même la compensation de créances et les augmentations de capital avec suppression du DPS. On vous remet en début d'onglet toute la documentation technique qui peut vous aider dans le cadre de ces missions. Et alors, je le rappelle et j'incite vraiment, il faut vous y référer parce qu'il existe plein de cas particuliers. Donc, même si les délais sont serrés, prenez le temps de diagonaliser les NI, l'avis technique concerné, notamment les sommaires détaillés des NI, parce que ça peut vous faire penser à des choses qui ne sont pas forcément très courantes, mais qui sont importantes pour faire un rapport exact. Donc, la mission du CAC ad hoc en cas d'augmentation de capital par compensation de créances, comme le disait Marine, c'est éviter toute augmentation de capital fictive. Et là, contrairement au mandat de commissaire aux comptes classique, où on a l'exactitude de l'arrêté des comptes à sortir et le certificat du dépositaire, là, on n'a que le certificat du dépositaire à émettre. Alors, en termes de diligence, première chose, ça revient un petit peu à ce qu'on disait pour l'acceptation, c'est vraiment prendre connaissance de l'opération, du calendrier, échanger avec les différentes parties prenantes, que ce soit l'avocat, le dirigeant, l'expert comptable. On émet notre lettre de mission en amont et on obtient tous les documents nécessaires à la réalisation de notre mission. Concernant nos diligences, on doit du coup bien lire le rapport de l'organe compétent sur l'augmentation de capital et le procès-verbal de l'opération. Et on doit s'assurer qu'il y a bien écrit qu'il est possible de libérer la souscription par compensation avec des créances. Et c'est la même chose pour les bulletins de souscription qu'on doit obtenir. On doit bien s'assurer qu'il est écrit dessus l'intention du souscripteur de libérer ses actions par compensation avec la créance. Ensuite, on doit obtenir l'arrêté de compte signé de l'organe compétent, donc à une date la plus proche possible de l'AG. Et là, on doit vérifier le caractère liquide de la créance, donc ce montant doit être déterminé. Donc, est-ce qu'on a obtenu toutes les pièces justificatives des éléments composant le solde du compte? Ce qu'on rencontre le plus couramment, c'est l'incorporation des dettes fournisseurs ou de comptes courants d'associés. Et donc, est-ce qu'on a recherché les éventuels comptes débiteurs dans les comptes de la société au nom du même créancier et les éventuelles opérations en suspens non comptabilisées. Ensuite, on doit se poser la question de l'exigibilité de la créance. Donc, il faut qu'on s'assure réellement qu'elle est échue au jour de la souscription. Donc, c'est-à-dire que le titulaire est en droit de contraindre son débiteur au paiement. Donc, on vérifie qu'il n'y a pas de compte courant bloqué, que la dette fournisseur est bien échue. Donc, on obtient les modalités de paiement, les conditions générales de vente, le contrat, notamment de compte courant d'associés. Ensuite, on doit vérifier l'écriture comptable de compensation de créances pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, que ça permet bien de constater la libération du capital. Et enfin, on fait la synthèse, on s'assure qu'on n'a bien pas laissé de pending, qu'on a bien obtenu tous les documents, qu'on a bien obtenu du client la lettre d'affirmation. Donc là, on vous a également préparé un exemple de lettre d'affirmation que Marine vous présentera. Et ensuite, à la fin de cette checklist, on vous a mis des commentaires complémentaires. C'est juste quelques petits points d'attention, notamment donc, les objectifs des sociétés, pourquoi elles réalisent ce type de mission. Le piège de la SARL, normalement, dans la SARL, ce n'est pas prévu, ce type d'augmentation de capital. Donc, normalement, on n'est pas censé, nous, émettre de certificats dans le cadre de... Mais ça pourrait être fait de façon volontaire. Attention également aux autres rapports que vous pourriez être amené à émettre en même temps que le certificat du dépositaire, si jamais il y a aussi des augmentations de cas avec suppression du TPS, parce que la compensation n'est finalement qu'une modalité de libération du capital. On vous rappelle que même si les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, ça ne bloque pas. Vous pouvez quand même faire une augmentation de capital par compensation de créances. On vous alerte également sur la société si jamais elle est en procédure collective ou cession de paiement. Normalement, par nature, la créance n'est pas exigible. Donc faites bien attention et référez-vous à l'ANI qui est très explicite sur ce sujet. On vous rappelle également qu'il est possible pour le président de faire un seul arrêté de compte et vous pouvez faire aussi un seul certificat, même s'il y a plusieurs créanciers qui ont émis leur souhait de libérer par compensation de créances. Et concernant la date du certificat du dépositaire, il n'y a aucune disposition légale qui fixe un délai pour l'établissement et la communication de notre document, mais en tout état
cause, normalement, ce certificat il est émis à la fin de nos travaux et il ne peut pas être émis avant la date d'assemblée générale parce qu'il nous faut les bulletins de souscription signés. Et avant... Voilà, donc voilà, et maintenant je passe la main à Christophe sur les augmentations de capital. Merci Pauline, mais je crois que Marie ne veut pas. Ouais, apparemment, on a une question dans le chat, savoir si le kit, en fonction des interventions, fait référence avec précision aux différents paragraphes des notes d'information. Là-dessus, on s'est posé la question avec Christophe et Pauline, et c'est un travail colossal. Donc si vous voulez le retravailler de votre côté, le compléter, n'hésitez pas. Mais en tout cas, nous, on vous a indiqué à chaque fois à quelle note d'information, à quel tome il convient de se référer, sachant que il est important de souligner que vous avez des sommaires détaillés dans les notes d'information et il ne faut pas hésiter, avant de plonger tête baissée dans la note d'information, à consulter ces sommaires parce que c'est vraiment en fait, des outils précieux et on peut parfois, et très souvent, avoir la question qu'on se pose et en lisant ce sommaire, trouver en tout cas le début de la réponse et ensuite aller directement au paragraphe et à la page qui s'applique. Oui, ou voir des cas particuliers aussi auxquels on n'aurait pas forcément pensé, leur dire « Ah bah là, je vois que je suis concernée, donc attention, ça peut avoir une incidence dans mon rapport où je dois faire une observation. » Ensuite, on a une question, donc Pauline, prépare-toi. Pour le constat des écritures de compensation et d'augmentation dans la comptabilité, il faut demander le jour de l'assemblée les écritures passées en comptabilité. Ce constat peut-il être fait a posteriori ? Non, ce n'est pas forcément le jour de l'AG, ça peut être fait le lendemain ou les jours d'après. Ce qui est juste important, c'est d'obtenir les écritures ou une balance post-écriture qui vous permet de constater que la libération a bien été faite par compensation de créances, mais ce n'est pas forcément le jour de l'AG. Souvent, même on rencontre, ça peut être quelques jours après. Oui. En fait, il faut le temps que l'expert comptable ait la doc signée, qui passe les écritures et qui vous envoie les informations. Exactement. Il y a d'autres questions ? Pour l'instant, non. C'est bon. Alors du coup, je vais continuer sur la partie augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, avec plusieurs opérations. Alors je reviens juste sur l'esprit de la feuille, du kit. Donc le kit est finalement un ensemble de petits outils, Office, Word, Excel. Et justement là, effectivement, sur la partie plan de mission et diligence, on a finalement un listing de plans de mission, de diligence, avec aussi donc une petite partie rappel à la documentation, une petite partie introductive qui rappelle un peu l'esprit de la mission. Et puis après, effectivement, on a le listing des principales diligences. Alors, ça n'a pas forcément vocation à être exhaustif, mais on rappelle les principales diligences vraiment pour vous accompagner, vous aider de manière assez synthétique et efficace dans la réalisation de ces missions. Et pour compléter ce que tu dis, Christophe, en fait, le plan tel qu'on l'a monté, avec le nombre d'heures et le taux en face, c'est pour vraiment mettre en évidence le fait que ce n'est pas des missions qu'on peut vendre à 500, 700 ou 1000 euros. Il y a vraiment du job derrière à faire. Tout à fait. Justement, l'objet de l'outil qu'on voit à l'écran, c'est en parallèle de ces diligences que vous pouvez suivre effectivement pour la réalisation de vos missions. Vous avez une colonne à côté, potentiellement avec le nombre d'heures que vous pouvez indiquer. Alors vous pouvez, si vous en avez envie, détailler diligence par diligence, mais moi, je pense que personnellement, je l'utilise plutôt pour indiquer le nombre d'heures par rapport à des diligences globales, par exemple typiquement la prise de contact, l'information générale, entretien, acceptation, nomination, lettre de mission. Là par exemple, je vais prévoir 4 heures, 6 heures. Et puis effectivement, un taux horaire, ça nous donne un budget. Et puis après, potentiellement, vous avez même une colonne pour l'atterrissage budgétaire si vous voulez le suivre. Et là, effectivement, en fonction de la réalisation de votre mission, des diligences, vous pouvez indiquer des commentaires par rapport à la réalisation de la mission et potentiellement même des remontées en synthèse qui remonteront donc du coup dans la partie feuille synthèse qu'on verra après. Donc ça se veut simple, voilà, ça prétend pas être une usine à gaz incroyable, c'est un fichier Excel tout bête, tout simple, mais qu'on peut utiliser de manière justement très simple, que vous pouvez vous approprier facilement et que vous pouvez potentiellement même adapter. Là encore une fois, il y a les principales diligences, mais si vous tombez sur une opération particulièrement complexe, avec des particularités, potentiellement, vous pouvez rajouter des diligences. Vous pouvez même potentiellement rajouter une colonne avec les initiales des collaborateurs et des intervenants, si vous voulez. C'est vraiment l'esprit de ce kit, qu'il soit facile à utiliser et facile à s'approprier.
Alors si je reprends sur l'augmentation de capital avec suppression de droits préférentiels de souscription, bon, bah, c'est pareil, hein, comme Pauline l'a présenté avec la libération par compensation de créances, on va retrouver la documentation technique avec notre note d'information tome 3, avec l'avis technique d'octobre 2019, que je vous incite quand même à lire, qui n'est pas très lourd, qui fait 20 pages, qui se lit très facilement et qui synthétise quand même beaucoup d'éléments de ces missions de commissariat au compte ad hoc. Et puis après, à chaque fois, on a un rappel aux articles du Code de commerce qu'il convient de lire aussi quand même. Généralement, ils ne sont pas très longs, mais il y a quelques informations qui sont importantes. Alors là, en l'occurrence, on vous a rappelé les articles du Code de commerce par rapport à l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. Ensuite, on rappelle l'esprit de cette mission. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le commissaire aux comptes ad hoc, donc, qui intervient pour cela et qui émet son rapport auprès de l'Assemblée générale, qui est elle-même chargée de décider ou autoriser l'opération, parce qu'il peut y avoir une délégation. Et l'Assemblée générale, donc, elle décide ou autorise principalement selon le rapport de la gouvernance. Et le CAC, forcément, il doit analyser de manière assez approfondie ce rapport de la gouvernance et s'assurer d'une manière générale que les actionnaires bénéficient de toutes les informations nécessaires à leur prise de décision. Et ça, on en revient aux compétences générales du commissaire aux comptes quand il y a une opération de capital, tout simplement. Donc le CAC, le commissaire aux comptes, il va donner son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription, sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et le montant de l'opération. Ça, c'est quand même un élément qui revient quand même assez fortement et qui est prégnant. Et puis, comme le disait Pauline, l'incidence de l'opération sur les détenteurs de titres en termes de capitaux propres, de dilution, selon les éléments qu'on a dans les comptes et les capitaux propres. Compte ou situation d'ailleurs. Et puis après, le CAC, le commissaire aux comptes, vérifie et certifie la sincérité des informations chiffrées, tirées des comptes ou de la situation financière intermédiaire, arrêtées par l'organe compétent, en lien avec les informations sur lesquelles il donne son avis. Alors on ne dit pas qu'on doit certifier les comptes, mais il faut quand même se pencher un peu sur les comptes pour voir effectivement leur cohérence, les éléments principaux, et voir si ces comptes sont concordants avec la documentation juridique qu'on va utiliser et toutes les informations qu'on a obtenues de la direction et des parties prenantes par rapport à cette opération. Et ensuite, donc c'est parti, on détaille le listing de diligence. Alors là, dans un premier temps, on a l'augmentation de capital par émission d'actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription. Alors, donc effectivement, on va retrouver la prise de contact, tout ce que, on retrouve à chaque fois ça pour toutes les missions, c'est-à-dire donc la prise de contact, ça peut être avec l'avocat, souvent ça vient de l'avocat, le dirigeant après, l'expert comptable potentiellement, le directeur financier. On demande les éléments du dossier permanent, donc les statuts, CABIS, registre des titres, les éléments des bénéficiaires effectifs, les derniers comptes, enfin voilà, la documentation juridique, le fameux rapport de la gouvernance, les éléments classiques qu'on demande à nos clients et nos contacts dans le cadre de ce type de mission pour réaliser justement une analyse économique, financière, juridique, actionnariale de la société, les objectifs de l'opération, donc les différents entretiens, ce qui nous fait déboucher sur le fameux questionnaire d'acceptation selon le format du kit mission, et ensuite effectivement tous les éléments dont on a besoin après ces premiers entretiens qu'on peut demander, en lien avec la liste de documents qu'on a présentée juste avant, où il y a quand même effectivement une liste assez fournie d'éléments que vous pouvez demander pour agrémenter au mieux, documenter au mieux la mission et la réaliser effectivement de manière efficace et sécurisée. On va retrouver notamment des éléments des justificatifs du prix d'émission, ça peut être impact d'actionnaire, des éléments justificatifs de l'arrêté de compte ou situation. Ensuite, une fois effectivement qu'on a cette prise de connaissance, la nomination, la lettre de mission, du coup effectivement on peut dérouler les diligences, donc on a déjà les contrôles préalables à l'opération. Est-ce qu'on respecte toutes les conditions nécessaires à cette opération de capital? Est-ce qu'on s'est assuré que le capital existant avait déjà bien été entièrement libéré? Alors, je ne vais pas dérouler toutes les diligences, mais je vous donne quelques exemples. Là, effectivement, est-ce que dans le cadre de cette opération de capital, les actionnaires s'étaient aussi prononcés sur une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un PE? Bon, voilà, ce sont des choses qui vous parlent, j'en suis certain, et sur lesquelles il faut être vigilant. Alors pareil, petit exemple, si là, je peux par exemple budgéter mon nombre d'heures à 3-4 heures. Je donne des exemples. Là, sur le contrôle préalable opération, je vais peut-être y passer 1 heure. Et puis effectivement, on déroule comme ça.
ce qui vous permet, en amont de la réalisation des diligences, de budgéter votre mission pour avoir un budget qui soit quand même au plus près, qui soit justifiable et qui vous permette effectivement de bien orienter la mission. Ensuite, on va avoir le contrôle de toute la documentation juridique. Alors, je ne vais peut-être pas tout lire, mais effectivement, bon, voilà, c'est l'analyse du rapport de la gouvernance avec tous les éléments qu'on est censé retrouver dans ce rapport et dans les textes des résolutions, dans le projet d'Assemblée générale, avec notamment potentiellement les informations chiffrées par rapport au compte, le justificatif des prix d'émission, le tableau de dilution, avant et après. Et puis on va aussi par exemple s'attacher à bien vérifier que le délai maximum de 18 mois pour l'utilisation par l'organe compétent de la délégation est respecté. Le respect du calcul des droits de vote, typiquement que des gens qui sont déjà actionnaires et qui vont bénéficier des droits préférentiels de souscription ou de cette suppression ne votent pas par ailleurs. Bon, voilà, encore une fois, on est vraiment sur les principales questions, les principales diligences. Le contrôle de l'évaluation du prix de souscription et l'analyse de la dilution avec les différents points à voir, les différentes questions à se poser. Des questions de délai de communication aussi, selon les statuts et la forme. Et puis après, on va arriver sur les travaux de synthèse. Alors voilà, la synthèse, est-ce qu'elle va me prendre 1 heure? La lettre d'affirmation, est-ce qu'elle va me prendre 1 heure, par exemple? Et puis à chaque fois, on fait référence au rapport final, en faisant toujours une référence, alors non pas de manière super détaillée à la note d'information, comme le disait Marine tout à l'heure, mais plutôt généralement à l'avis technique. À savoir que l'avis technique d'octobre 2019, encore une fois, il est quand même assez bien fait, il est assez synthétique, et pour chaque type de mission de la loi Pacte, c'est-à-dire donc du coup la compensation de créances, l'augmentation de capital avec suppression du DPS, les attributions gratuites, les stock options, et puis la dernière, les rachats d'actions. À chaque fois, il y a quand même un exemple de rapport qui est assez simplifié dans l'avis technique, mais potentiellement, vous pouvez après, si vous voulez le compléter avec des observations particulières, vous pouvez après faire référence à la note d'information en question pour aller chercher des informations complémentaires. Mais dans la plupart des cas, quand même, on se réfère plutôt au rapport qu'on a déjà dans l'avis technique. Je pense qu'on balaye déjà pas mal de missions, en fait. Alors ensuite, on a mis, pour les actions de préférence, parce que les augmentations de capital avec suppression du DPS, elles peuvent aussi concerner les actions de préférence. On vous a mis un petit listing de diligence sur les actions de préférence spécifiquement, où on va s'attacher à contrôler la caractéristique des actions de préférence et le lien potentiel, les impacts potentiels que ça peut avoir sur l'opération, sur les actionnaires de la société. Et potentiellement, voilà, avec toujours cette référence au rapport de l'avis technique, avec une adaptabilité qu'il faut avoir par rapport potentiellement aux caractéristiques des actions de préférence qu'on peut éventuellement rappeler dans le contexte au départ du rapport, et voir effectivement si ça a un impact particulier sur nos observations ou pas. On fait exactement la même chose avec les valeurs mobilières complexes dilutives, avec suppression du DPS. Donc voilà, alors je ne vais pas tout descendre en détail, mais je vous laisserai encore une fois le télécharger et vous approprier l'outil, parce que je pense vraiment il peut vous apporter une facilité et une praticité sur la réalisation de ces missions. Et encore une fois, il est vraiment adaptable, il est souple, il est facile d'utilisation. Et le dernier point, donc du coup, on avait un laïus aussi sur les diligences spécifiques sur l'augmentation de capital, mais pour les adhérents PE. Donc là, effectivement, on va faire référence davantage sur ces diligences spécifiques. Voilà, contrôle complémentaire du rapport de la gouvernance, documentation juridique et évaluation prix de souscription, bon, ça évidemment on y est toujours, et la spécificité qui est liée à la nature des bénéficiaires dans ce registre, salariés et dirigeants, et les délais d'autorisation qui sont particuliers par rapport à ce type d'opération. Voilà. Donc on rappelle ces diligences, effectivement, ces différents contrôles à faire avec les mentions, par exemple, pour l'évaluation aux articles du Code du travail en question, et toujours à la fin, le fameux rapport, la fameuse référence, voire des fois même avec la page et le paragraphe. Vous voyez, on mâche un petit peu le travail par rapport à ce rapport de l'avis technique. Encore une fois, ce que disait Marine tout à l'heure, effectivement, on n'a pas mis des références à la note d'information tous azimuts, mais ceci dit, on a fait un gros travail dans le sens où on a rebalayé toutes les notes d'information, et ces tableaux de diligence, c'est en fait la synthèse des principales diligences
qu'on retrouve dans ces notes d'information. Même si à la base, ces notes d'information concernent plutôt le CAC légal, mixé avec le CAC ad hoc, et que le CAC ad hoc, effectivement, on est plus en référence à l'avis technique, on a quand même fait un travail de synthèse des diligences qu'on retrouve à la fois sur l'avis technique et à la fois sur les notes d'information. Donc vraiment, effectivement, je vous invite à suivre ces outils qui sont quand même assez synthétiques et assez pratiques. On a fait la même chose pour les attributions d'actions gratuites. À souscrire donc, des actions à émettre ou déjà existantes. Donc on reprend, hein, c'est exactement le même principe, vous voyez. On a la documentation, on a les articles du Code de commerce, les notes d'information, l'avis technique. On peut assez fortement, dans un premier temps, se baser sur l'avis technique et sur l'article du Code de commerce. Et puis là, effectivement, on rappelle la logique de la mission. Et encore une fois, c'est que les actionnaires, tout simplement, soient le mieux informés possible. Et dans cette mission spécifiquement, on rappelle quand même un certain nombre de critères légaux et réglementaires qui sont à respecter dans le cadre du rapport de l'organe compétent, dans la documentation juridique. Et puis après, c'est parti. Donc du coup, on balaye, on réalise nos différentes diligences, les principales diligences, les diligences marquantes de cette mission, avec encore une fois toutes les diligences de début de mission, avec l'acceptation dans la foulée, la nomination, la lettre de mission, et puis effectivement après toutes ces diligences de contrôle de la documentation juridique et des différentes caractéristiques. Alors ça peut être le contrôle du pourcentage maximal du capital par rapport à l'opération, en l'occurrence pour des salariés, le contrôle du délai maximal pour l'autorisation qui est spécifiquement de 38 mois pour ces opérations, la durée minimale de période d'acquisition, la durée minimale de conservation, les durées cumulées de 2 ans sur les 2 périodes. Donc vous voyez, effectivement, vous retrouvez probablement des notions qui vous parlent et effectivement qui sont détaillées, qui sont listées là, et que vous pouvez suivre assez tranquillement. Encore une fois, si vous voulez vous amuser à vous l'approprier effectivement et à budgéter votre mission, le petit nombre d'heures qui va là, avec le lancement de notre mission, ce qu'on estime nécessaire, voilà, une journée, 10 heures, sur toute la documentation juridique. On met de temps en temps aussi des petits warnings, là effectivement un petit warning en jaune, potentiellement sur le contrôle d'une mention, d'une clause suspensive. Alors on n'y pense pas toujours effectivement, moi-même, le premier, lié à l'existence au jour de l'attribution définitive des actions d'une réserve suffisante pour l'augmentation de capital avec action gratuite. Et puis effectivement, la réalisation de nos travaux de synthèse, la lettre d'affirmation du kit mission, mais qui peut être adapté au cas d'espèce. Et puis après, le laïus, le rapport à notre rapport, du coup, effectivement, dans l'avis technique, référence à la page, référence au paragraphe. Et on vous a même mis dans la foulée, c'est Byzance, les actions de préférence avec les diligences additionnelles liées aux caractéristiques des actions de préférence. Les questions à se poser, pareil, par rapport à ces caractéristiques des actions de préférence, voilà, potentiellement la limitation du pourcentage des actions de préférence sans droit de vote, les impacts potentiels sur les modifications statutaires, donc voilà, qui sont déroulés là par rapport à cette mission-là, mais spécifiquement pour les actions de préférence. Et pour compléter le kit, on est allé aussi chercher, donc effectivement, tout cet esprit de synthèse pour les missions de rachat d'actions, même si elles sont peut-être moins régulières. Donc le rachat d'actions sur l'article L225-209-2, prévu effectivement dans le cadre de la loi Pacte, où on a encore en référence donc, la documentation technique, la logique de la mission. Alors là, effectivement, c'est principalement quand même le rapport de l'expert indépendant, se pencher sur l'évaluation du prix de rachat de ces actions. Donc voilà, je vous laisserai effectivement, encore une fois, vous approprier ces outils. Je ne vais pas effectivement vous assommer de lecture de fichiers. Et puis effectivement, après, encore une fois, toutes les diligences où on va retrouver notre lancement de mission, prise de contact, demande d'éléments, analyse, acceptation, nomination, lettre de mission, obtention des documents complémentaires, l'analyse des formalités juridiques, et puis après, effectivement, contrôle du rapport de l'organe compétent, contrôle des éléments du prix de rachat, un laïus quand même, effectivement, sur l'analyse de l'égalité entre les actionnaires
sur cette opération-là spécifiquement, notamment avec l'offre d'achat faite à tous les actionnaires ou tous les actionnaires par catégorie. Donc vous voyez, c'est quand même assez complet. Et puis potentiellement les finalités de cette opération, parce que les rachats d'actions, il y a toujours une finalité particulière, soit dans l'année du rachat, ça sera attribué à des bénéficiaires salariés, soit dans les 2 ans à des actionnaires dans le cadre d'une opération de restructuration, soit dans les 5 ans à des actionnaires qui voudraient effectivement souscrire de nouvelles actions, ou les actions existantes en tout cas. On rappelle que dans cette opération de rachat d'actions, on se positionne pour ce rachat d'actions, pour l'AG qui le décide, et on ne va pas se positionner par la suite sur la réduction de capital ou sur la réalisation de la finalité de ce rachat d'actions, les finalités qu'on vient de voir. Elles sont prévues donc du coup en principe dans la documentation juridique. Comme Pauline l'évoquait tout à l'heure pour la compensation de créances, on vous a rajouté potentiellement des points de contrôle complémentaires qui peuvent vous orienter dans la mission. Alors je vois notamment sur les conditions de respect des capitaux propres par rapport à l'opération. Effectivement, le fait que le rachat ne nous entraîne pas potentiellement n'aurait pas pour effet d'abaisser les capitaux propres à un montant inférieur à celui du capital et des réserves non distribuables. Bon voilà, effectivement, il y a un certain nombre de points d'attention qui peut vraiment vous aider, vous accompagner sur la réalisation de cette mission. Et les travaux de synthèse à la fin. Et dernière mission, comme ça le kit il est vraiment complet. On a fait la même chose sur les stock options. Alors là, je voyais une petite coquille qu'on va corriger. On a fait 2 fois référence à l'article du Code de commerce. Bon, ça, en fait, c'est l'avis technique, la note d'information, l'article du Code de commerce. La logique de la mission, effectivement, donc là, sur les stock options, il va y avoir quand même une particularité, alors, sur des textes, des critères légaux et réglementaires particuliers. Et puis, effectivement, là, par nature, encore une fois, on va être plutôt sur des bénéficiaires identifiés, salariés ou dirigeants, et on va davantage se pencher sur l'analyse du prix de souscription potentiel de ces actions attribuées avec option, la nature des bénéficiaires, le motif, modalité et délai d'exercice des options, limites liées potentiellement au pourcentage du capital pour ce type d'opération. Et donc voilà, les diligences sont déroulées avec toujours notre budget, notre atterrissage budgétaire, nos commentaires et nos remontées en synthèse. Et pour des opérations de ce type qui concerneraient des actions de préférence, encore une fois, les diligences spécifiques aux actions de préférence. Alors là, ça fait beaucoup parce qu'effectivement, ça fait quand même 5 missions d'un coup. Mais bon, je pense que d'une manière générale, vous n'êtes pas amené à traiter 5 missions d'un coup. Dites-vous que l'avocat vous contacte pour l'une de ces 5 missions. Effectivement, donc vous avez votre kit mission que vous aurez téléchargé sur le site de la CRCC. Et là, effectivement, potentiellement, voyez, vous pouvez vous approprier la mission avec la documentation, la logique de la mission, les diligences à mettre en œuvre. Vous pouvez lui présenter rapidement un budget qui tient la route et puis réaliser votre mission avec évidemment votre expérience, votre jugement professionnel. Et vous pouvez facilement adapter cet outil. Donc je pense que c'est un outil qui peut vraiment vous apporter à être efficace. Et là-dessus, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, Christophe, on a une petite question concernant nos petites observations sur le budget. On nous dit « Bonsoir, concernant votre commentaire sur le budget d'honoraires, quelles sont les pratiques du secteur ? Par exemple, si on prend le cas d'une augmentation de capital avec suppression du DPS, sans revue des comptes, plus un pool BSA, BSPCE et augmentation de capital réservée à des adhérents de PE. Est-ce qu'à votre avis, comment est-ce qu'on quantifie ça ? Alors à mon sens, il n'y a pas de barème. Non, il n'y a pas de barème. C'est du pur jugement professionnel, effectivement. Et puis je dirais qu'on identifie de mieux en mieux avec l'expérience et en réalisant les missions. Après, dans un premier temps, c'est sûr que c'est jamais évident parce qu'on a la problématique de la prudence où on a envie quand même de prendre son temps pour bien réaliser la mission sur des opérations potentiellement complexes. Et puis, on ne connaît pas la société, donc il faut quand même une prise de connaissance
assez importante, mais on n'a pas envie non plus de présenter un budget en l'air qui sera de toute manière refusé par le client via l'avocat. Donc effectivement, c'est sûr que sur les premières fois où on le fait, il y a un délicat équilibre à trouver. Je ne dis pas qu'effectivement, potentiellement, il n'y a pas une décote potentiellement de budget au départ pour essayer effectivement de prendre la mission, de se familiariser et de développer. Mais effectivement, il ne faut pas que ça devienne non plus trop cavalier. Il faut que ça reste quand même un budget qui nous permette de réaliser les différentes diligences de manière correcte et efficace. Ça reste du jugement professionnel. C'est ça. Et après, on a un taux horaire qui est propre à chacun de toute façon. Exactement. Et vous pouvez jouer sur le taux horaire. Peut-être à la base, dans les premiers temps, avoir un taux horaire qui soit plutôt prudent, qui permettent de se mettre le pied à l'étrier, et puis au fur et à mesure d'avoir des taux horaires peut-être plus élevés avec l'expérience et les compétences qui viennent. Peut-être en plus qu'effectivement ça vous permettra de baisser un peu les budgets de nombre d'heures parce qu'effectivement vous aurez plus de réflexes par rapport à ça, mais c'est sûr que de toute manière par rapport à ce type de mission, par nature, il y a une prise de connaissance au niveau des sociétés qui reste importante à faire et de l'opération. Et puis il y a la notion de l'urgence et Exactement, de calendrier. Oui. Parfois, qu'il faut appréhender parce que quand il faut travailler vite, l'urgence se paye. Exactement. Et puis le nombre de rapports aussi à Oui. tenir en compte. Parfois, plus il y a de rapports, plus le prix va être plus faible au rapport que quand il n'y a que quelques rapports à sortir. C'est ça. Et souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on intervient, la documentation juridique est encore en cours de négociation. Donc on demande, enfin moi je sais que j'ai le réflexe de toujours demander aux avocats, ok, vous nous avez présenté l'opération, de ce qu'on comprend, voici la liste des rapports qu'on aura à émettre. Est-ce que vous nous le confirmez? Si jamais il en manque, ben merci de nous le dire, et s'il y en a trop, merci de le dire aussi. Donc vraiment, il faut prendre le temps de bien calibrer son budget et sa mission. On a une autre question avant qu'on passe peut-être sur l'onglet synthèse. Le kit est-il utilisable même lorsqu'on est le CAC de l'entité? Alors il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas utilisable sur la partie diligence. Après, vas-y Christophe. Il va y avoir un point de... Alors là, on est quand même sur un kit qui est quand même assez spécifique, commissariat aux comptes ad hoc. Il peut être utilisé dans le cadre du commissariat aux comptes légal qui va réaliser des missions annexes, enfin ces missions d'opération de capital. Par contre, il y a quand même la problématique de la délégation. C'est-à-dire que dans le cadre des délégations, là, ce n'est pas du tout abordé. Alors que le commissaire aux comptes qui certifie les comptes, le commissaire aux comptes légal, lui, potentiellement, il va en plus émettre un rapport sur les délégations. Là, ce n'est pas prévu. Après, ceci dit, et je nuance, c'est que ce kit, il comprend quand même les diligences à faire quand il n'y a pas de délégation. Donc finalement, la globalité des diligences. Donc après, le commissaire aux comptes légal, potentiellement, effectivement, il peut quand même utiliser ce kit en se disant que de toute manière, il a toutes les diligences, que certaines seront plus savoir au moment de la délégation. Après, c'est potentiellement à lui d'adapter potentiellement. Et quand il en sent le besoin, de faire référence à la note d'information qui, elle, pour le coup, est vraiment orientée à la base commissaire aux comptes légal pour les missions annexes. C'est ça, sachant qu'on a pris le soin à chaque fois. Normalement, en début, on vous cite systématiquement la documentation technique auquel il convient de se référer, en dehors de l'avis technique et de l'article du Code de commerce. On s'est efforcé de vous indiquer la NI et le tome applicable. Et on a une dernière question, Pauline. C'est concernant, ça rejoint la question qui avait été posée, tu sais, sur l'écriture de compensation et d'augmentation dans la comptabilité. La personne a complété sa question en indiquant que si la souscription est faite le jour de l'Assemblée générale, donc avec interruption de l'AG pour souscrire, le constat des écritures doit-il être constaté immédiatement, écriture passée ou le lendemain? Moi, ça m'est déjà arrivé que ce soit le jour même, donc on demande qu'il nous envoie l'écriture. Ouais. Et après, si vous avez des questions plus spécifiques, de toute façon, c'est ce que disait Camille en introduction, on a la chance à la CRCC de Paris d'avoir un service juridique et une commission juridique qui se réunit tous les mardis matins. Ils ont le bonheur d'échanger avec vous et surtout, ils sont souvent sollicités sur ce type d'opérations, donc les opérations de CAC ad hoc, et c'est comme ça qu'on a eu l'idée d'ailleurs de développer le kit. Donc, n'hésitez pas à les contacter, à les solliciter, parce que c'est vrai que c'est des opérations qui sont souvent atypiques. Parfois, on a envie, ça peut être des confrères qui viennent de s'installer et qui ont l'opportunité de faire ce type de mission. Donc, on peut ne pas être familiarisé. Et vraiment, vous verrez à la fin du slide, on vous a mis les coordonnées email et téléphoniques de la commission juridique. Donc, n'hésitez pas à les appeler. Elle se réunit tous les mardis matins. Et puis, entre-temps,
vous pouvez quand même les contacter, soit les personnes, les permanents de la CRCC qui travaillent au sein du service juridique peuvent vous éclairer, soit si la question nécessite un peu plus de recherche, ils vous rappellent, ou parfois vous passez même en commission, et d'ailleurs on salue les confrères et les consoeurs qui siègent en commission avec eux. Maintenant, on va passer à la suite sur la partie synthèse. Donc là, pareil, ce qu'on a voulu, alors n'ayez pas peur de la taille du tableau, l'idée c'est d'avoir une vision globale à la fin de la mission, et avant d'émettre les rapports et la lettre d'affirmation, sur les différents échanges qu'on a pu avoir, les différents points d'attention ou les points discutés avec soit le client, soit l'expert comptable, soit l'avocat, avec en face la synthèse de nos commentaires, le renvoi soit à la ligne Excel de l'onglet, etc., avec la conclusion que fera le signataire, et puis s'il y a une mention à intégrer soit au niveau de la lettre d'affirmation, soit au niveau du rapport en lui-même. Là-dessus, on vous le répète et on le répétera toujours, dans l'avis technique d'octobre 2019, c'est vraiment les rapports à émettre en l'absence d'observation. Donc ça c'est quand tout va bien. Parfois, tout ne va pas bien, vous pouvez être amené à intervenir et puis on vous dit de toute façon les délais sont trop courts, vous n'aurez jamais la situation intermédiaire, vous n'aurez jamais le temps de bosser, ou même sur les comptes. Donc on sait que votre rapport ne sera pas conclusif sur ce point-là. Donc là-dessus, il ne faut pas hésiter à le noter et surtout à se replonger dans les NI, parce que vous avez les exemples de rapports de la compagnie nationale qui vous proposent et qui vous indiquent le wording à adopter dans cette situation. Sur l'onglet suivant, on vous a proposé un exemple de lettre d'affirmation. Donc là, c'est un document Word qu'on vous a préparé. Là-dessus, ce qu'on voit, c'est comme pour le dit légal, c'est une lettre qu'on prépare en qualité de commissaire aux comptes ponctuels, que la société met en tête et qu'elle signe. Nous, on la prépare, donc là, on rappelle dans quel contexte on intervient, donc par décision des associés. À telle date, on dit qu'on est intervenu en qualité de commissaire aux comptes ponctuels et on indique en quoi a consisté l'intervention en faisant référence aux articles du Code de commerce. Et là, comme on demande à ce que le courrier soit signé par la direction, on indique que le président ou l'organe compétent, le président du directoire par exemple, nous disent qu'il n'y a pas de compte où la situation intermédiaire elle a été établie en conformité avec les principes et règles comptables, que l'intégralité des éléments nous ont été communiqués, qu'on n'a pas connaissance d'éléments susceptibles de remettre en cause l'appréciation qu'on va porter dans notre rapport, qu'il n'y a pas d'éléments intervenus qui est prévisible à ce jour et qui pourrait modifier de manière significative notre appréciation, que potentiellement si on a eu des données prévisionnelles qui nous ont été communiquées, et ça c'est notamment dans le cadre de l'évaluation, on a bien appréhendé les différents points et qu'ils ont été transparents avec nous, qu'on n'a pas connaissance de risques particuliers, enfin la direction n'a pas connaissance de risques particuliers, notamment en matière fiscale, sociale et qui pourraient impacter les comptes, oui, qui modifieraient notre appréciation. On nous confirme qu'il n'y a pas de faits ou d'événements susceptibles de remettre en cause notre appréciation et puis d'une manière générale qu'on a bien eu toutes les informations nécessaires pour procéder à nos diligences. Donc là, dans le kit, vous allez vraiment avoir communication sur la page web de ce qu'on est en train de vous présenter, le gros fichier Excel avec les différents onglets. Vous aurez aussi accès à ces différents fichiers Word et Excel avec la liste de docs, etc. Et ensuite, sur les rapports, là-dessus, donc c'est ce qu'on disait, vous avez dans l'avis technique d'octobre 2019 des exemples de rapports en l'absence d'observations qui sont les rapports un peu types. Et si jamais il y a des observations à formuler, là, il faut vraiment se référer aux différents tomes de la note d'information numéro 5. Dans un onglet tout au début, c'est le deuxième, on vous a mis la documentation qui est applicable et donc les différents tomes pour ne pas perdre de temps et se dire oula, je vais dans quelle note d'information. Donc selon les cas et dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, parfois vous pouvez avoir, c'est ce que disaient Pauline et Christophe aussi, une opération où vous avez augmentation de capital avec suppression du DPS, plus une compensation de créance, parce que l'augmentation de capital elle est en partie faite avec compensation de créance. Vous pouvez avoir aussi en même temps une augmentation de capital parce qu'il y a des AO et puis il va y avoir des ADP, puis ils vont vous faire... Enfin bon bref, les avocats sont hyper imaginatifs, donc on les en remercie parce que ça nous donne du boulot aussi. Et il ne faut pas hésiter, pareil, s'il y a des zones d'ombre ou des incertitudes, à demander à faire des calls avec la direction, à échanger avec les avocats, parce que souvent, en plus, la documentation
juridique vit au fur et à mesure où on est en train de faire nos diligences. Donc c'est pareil, s'assurer qu'on a bien à chaque fois les dernières versions et qu'on ne travaille pas dans le vide. Si on revient sur la partie PowerPoint, pour l'instant, sauf erreur, on n'a pas eu d'autres questions, Pierre, dans le chat. N'hésitez pas en tout cas à nous en poser. Comme on vous le disait tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à contacter donc, la commission juridique de la CRCC de Paris. Vous avez le numéro de téléphone et vous avez la partie aussi, donc l'adresse email donc, que vous pouvez saisir. Et leur poser vos questions par écrit. C'est souvent plus facile de les appeler parce que du coup, souvent, vous avez un problème très particulier et pour répondre à votre question, souvent la commission a besoin de contexte et d'avoir davantage de précision. Donc, privilégier, si possible, les échanges téléphoniques. On vous l'a dit au début du webinaire, et le prochain webinaire qui clôturera cette session et se focus sur les opérations sur le capital, c'est le webinaire du 18 novembre qui aura lieu de 17h à 18h30, donc le même créneau qu'aujourd'hui, sur l'évaluation des valeurs mobilières complexes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis pour le prochain focus sur les associations dont vous parlez Camille sur le slide suivant, pareil, on vous a mis le petit QR code pour les inscriptions. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, on vous a mis les différentes dates, donc à les noter et à le bloquer dans votre planning. Je pense qu'il y a des dates parce qu'on parle de 2-10, donc ça doit être sur le deuxième, sur l'association entre enjeux économiques et sécurisation. C'est le 11 décembre. Oui, c'est le 11 décembre. Donc pas de souci, il y a juste une petite coquille, ça sera dans le support final. Et on a une dernière question. Est-ce qu'on se prononce sur les risques de multiples de gains trop élevés par rapport aux dernières règles sur les management packages dont on a parlé le 14 octobre? Alors là, je ne sais pas si vous avez compris la question, Christophe et Pauline. Sur les risques de multiples de gains, le problème est souvent le prix d'émission n'est pas justifié par les investisseurs. Alors là-dessus, il est prévu dans la note d'information et dans l'avis technique qu'on peut ne pas être en mesure en fait, de se prononcer sur les modalités de détermination du prix. Et la CNCC a proposé un exemple de rédaction. Donc il ne faut pas hésiter quand on n'est pas à l'aise ou carrément on n'a pas l'information à faire des observations parce que ça relève derrière de notre responsabilité. Et là, si on indique clairement dans notre rapport qu'on n'est pas en mesure de se prononcer sur le prix d'émission ou sur les modalités de détermination du prix d'émission, là notre responsabilité, elle est définie, on ne peut pas se prononcer. Et la prononciation et la prise de responsabilité, elle est faite dans ces cas-là par les associés au moment de l'AG. Mais clairement, ça ne bloque pas l'opération. Non, ça ne bloque pas l'opération et ça, c'est important de le dire aux avocats et aux dirigeants aussi. Oui. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, pour une fois, on finit un peu en avance. Une bonne chose. Donc, vous pourrez partir plutôt à l'apéro ou finir votre boulot, au choix. Donc, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre attention. On a été ravis de participer à ce webinaire et à travailler sur ce kit. L'objectif, c'est vraiment d'être utile et de vous apporter des solutions pratiques et pragmatiques au quotidien. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Merci à tous.